de nous héberger dans ce local. Merci, parce que sans eux, eh ben, on n'aurait pas de toit. Vous seriez à la rue. On serait là. SDF. Donc voilà. Donc je tiens quand même à les remercier particulièrement de nous héberger, qui finalement est un très beau local pour nous. Je remercie aussi Catherine d'être présente. Je la remercie pour sa présence à nos côtés, tout au long de nos combats, pour son soutien efficace auprès de la Commission européenne, tous les dossiers qu'elle fait remonter, pour tous les dossiers que nous avons en souffrance ici. Elle nous aide particulièrement et je la remercie pour tout ça. Donc permettez-moi donc de sacrifier à la tradition des vœux en vous souhaitant une belle et heureuse année à tous, et notamment à la presse qui sont là. J'aimerais dédier aussi ces vœux à la Russie, qui viennent d'accueillir un imposant compatriote, et je leur souhaite bon courage. Je dédie également ces vœux à tous les opposants de la Russie, qui manifestent régulièrement, tous les jours, depuis des mois, pour défendre la liberté et la démocratie dans ce pays. Notre imposant compatriote a, je pense, avec l'âge, quelques problèmes de vision, et il était temps de lui rappeler. Enfin, je souhaite à tous les Landais une bonne et heureuse année, malgré les difficultés qui s'annoncent. Et la première des difficultés, comme nous le savons tous, c'est le chômage. Nous avons tous autour de nous des familles, des amis qui sont touchés par cette calamité qui, d'après ce que disait le président de la République, ne va pas particulièrement s'arranger encore cette année. De même, à tous ceux qui, depuis des années, agissent, luttent dans l'ombre quotidiennement pour la préservation de notre environnement, pour une planète vivante, une société plus juste, à cela je veux leur dire merci. Merci pour tout ce travail, souvent méconnu. Merci pour leur courage et leur engagement, quelquefois à leur détriment. On en a des exemples. Sachez que vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés. En 2012, nous avons voté pour un triple changement. Un changement de président, un changement de perspective, un changement de société. Bon, pour l'instant, nous avons changé de président. Déjà pas mal. Nous avons une alternance, mais pas encore une alternative. Alors, changer de perspective, voilà le temps d'affaire. Car nous sommes entrés dans un monde nouveau, et ça signifie bien sûr des politiques nouvelles. Nous le savons tous, la planète est limitée en ressources, et cette finitude doit changer notre vision du monde. L'année 2010 a été l'année la plus chaude sur la planète. L'année 2011 a été l'année la plus chaude en France depuis plus de 100 ans. Partout dans le monde, les tragédies climatiques, on en a vu une dernièrement à New York, encore 2 cyclones qui vont s'abattre sur la Réunion, un qui est passé et l'autre qui est en train de venir. Les tragédies climatiques se multiplient et notre niveau de prédation n'a jamais été aussi important sur la planète, et qui remet en cause à terme l'avenir même de l'humanité. Chacun le pressent, même si beaucoup s'y accrochent encore. Le modèle à crédit par l'endettement des ménages, par l'endettement des États et aussi par l'endettement vis-à-vis de la planète, ça c'est un modèle qui est condamné à terme. On ne peut plus continuer comme ça. On le sait, on le pressent, mais on n'a pas encore passé le cap psychologique pour enclencher les politiques nécessaires, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a eu une alternance, on n'a pas encore d'alternative. Cette nouvelle donne écologique est aussi une opportunité historique. Pourquoi? Parce qu'elle est génératrice d'emplois. L'alternance écologique, et on en parlera tout à l'heure, génère des emplois, beaucoup d'emplois, et des emplois qualifiés et rémunérateurs. Et ça, là aussi, on n'a pas encore passé le cap psychologique de se dire, si on change, on aura d'autres, on aura autre chose. Et pour l'instant, on n'a pas encore compris ça. On vient de comprendre, à l'instant, le FMI, vous vous rendez compte, le FMI vient de comprendre, j'ai lu ça hier soir sur Internet, le FMI vient de se rendre compte qu'ils se sont plantés sur les dispositions de l'austérité. Ils viennent de se rendre compte finalement que l'austérité
n'est finalement pas la solution à la crise économique. Sans blague, ça fait 30 ans qu'on le sait, mais eux ils viennent de le découvrir à l'instant. Pourquoi? Dans tout ça, nous n'oublions pas l'Europe. Alors je fais partie de ceux, et comme beaucoup, de ceux qui critiquent l'incapacité de l'Europe à combattre les réseaux financiers, à combattre les paradis fiscaux et à construire une véritable sortie de crise. Je fais partie de cela, et dans ça, mais par contre, je voudrais quand même dire à tous ceux qui s'imaginent qu'en commentant ce genre de procédé, on pourrait faire avec moins d'Europe. Je leur dis attention. Je leur dis, ça c'est une erreur grave et dangereuse. L'Europe c'est la paix, et la paix est trop précieuse pour oublier qu'elle est fragile. C'est ce que disait Eva Joly dans ses vœux à la presse l'année dernière. Et je l'ai repris parce que c'est tout à fait vrai. Même si il nous faut une autre Europe, un autre fonctionnement de l'Europe, il n'empêche que l'Europe, c'est notre stabilité à long terme. Sans ça, on n'y arrivera pas. Vous êtes bien d'accord? Il me semblait. Et du global au local, je reparle donc ici de démocratie locale, on assiste de plus en plus à une tendance qui va vers la suppression de l'échelon communal au profit des communautés de communes. Et il est vrai que le pouvoir semble se trouver à ce niveau-là. D'ailleurs, à tel point qu'on voit des maires, des anciens maires, etc., qui sont d'accord pour laisser leur poste de maire, mais par contre, non, délégué communautaire, vice-président ou président de commune, ça je suis d'accord. Ça prouve bien que le pouvoir est en train de glisser vers les communautés de communes. Alors j'ai dit ok, très bien, pourquoi pas. Mais il faut que les délégués communautaires soient à ce moment-là élus par le suffrage universel et pas cooptés comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les copains des copains, les arrangements de front de couloir qui font qu'on est délégué communautaire ou on l'est pas. C'est quelque chose ici tout. Et ça, c'est une des plaies de notre démocratie avec le cumul des mandats que nous combattons, car tout cela est bien sûr antidémocratique. Et amène à des conflits d'intérêts. Et amène bien sûr à des conflits d'intérêts. Dans un article de Sud-Ouest récemment, on apprend que la France se situe au 22e rang mondial des pays les moins corrompus. On est passé de la place de 18e à 22e, on a glissé de 4 d'un coup comme ça. C'est qui prouve qu'on a quand même quelques soucis démocratiques et aucun encadrement n'est prévu pour lutter contre le lobbying et les conflits d'intérêts. Ça a été repris également dans un article d'hier. Et c'est tout à fait vrai, depuis le temps que nous on le dénonce, ça commence quand même à venir. Alors maintenant il faut que ça pénètre un petit peu l'esprit des gens, et ça c'est pas encore tout à fait fait. D'ailleurs on peut remercier Sud-Ouest de relayer ce genre d'informations, aussi ça permet au public de prendre conscience de certains dysfonctionnements. Je voudrais également insister sur les communes rurales dans ces intercommunalités qui n'ont pas d'égalité de territoire. Aujourd'hui, elles subissent un petit peu le poids écrasant des grosses communautés. Si on regarde par exemple la communauté du Grand Dax, on a Dax, Saint-Paul et Dax qui ont un pouvoir énorme, et toutes les petites communes à côté elles subissent un petit peu le désir de rata de ces grosses communes. Mais ce n'est pas spécifiquement Dax, c'est partout comme ça. Et on le connaît à Bayonne, on le connaît dans le sud des Landes, on le connaît partout. Et enfin, quand même, toujours pour la démocratie locale, nous sommes enfin satisfaits que la Convention d'Aarhus, je vais vous en donner là, pour ceux que ça intéresse, que la Convention d'Aarhus passe enfin en droit français. Ça y est, ça vient de passer récemment. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, le citoyen pourra désormais participer au processus décisionnel. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, le citoyen ne sera plus consulté, mais participera. Et si ce n'est pas, si la participation ne se fait pas, on pourra aller essayer en justice pour des questions de protection de l'environnement, ce que on ne pouvait pas faire avant, puisqu'il fallait avoir un intérêt à agir, hein, soit personnel, soit par voie associative, et donc l'intérêt à agir n'était pas été très souvent contesté dans les tribunaux, et très souvent, les associations se faisaient bananer là-dessus. Récemment à Bayonne, une association, la DEJ, s'est fait bananer au tribunal administratif parce que elle n'avait pas intérêt à agir sur le procès qu'elle intentait contre une implantation d'une usine de méthanisation trop proche des habitations. Résultat des courses, ils sont condamnés à 1000 € de dommages de dégâts. Voilà. Et comme disait Périclès, le citoyen n'est pas celui
qui laisse faire, c'est celui qui participe. Donc je souhaite donc pour 2013 que nous franchissions donc ce pas écologique, économique et démocratique pour notre avenir. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Catherine. Merci beaucoup de passer la parole. Je crois que le programme que nous avons devant nous pour cette année vient de nous être livré de manière très très claire. Moi, je vous remercie encore pour l'accueil dans ce local qui est non seulement beau, mais qui est chaleureux à tous les sens du terme, pas seulement parce qu'il y a un réchauffement climatique, mais parce qu'il est aussi bien chauffé. Je crois que vraiment, vous avez beaucoup de chance d'avoir ce local. Quand on m'a sollicité pour venir être à vos côtés pour inaugurer ce local, j'ai dit oui tout de suite, pour une raison essentielle. C'est qu'il me semble capital de parler d'Europe à d'autres moments que pendant les périodes électorales. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une campagne, je suis à vos côtés pour venir vous soutenir, et je remercie la presse d'être présente. Je crois que c'est important de parvenir à montrer nos existences politiques, de parvenir à montrer comment nous agissons du niveau local au niveau, j'allais dire, global. Hein, on a vu les grands chantiers qui sont sur la table, et ce, en dehors des périodes électorales. Tout à l'heure, quelqu'un me posait la question en me disant « mais les choses avancent pas très vite, où on en est, est-ce qu'on arrive à faire bouger la société ?» Et vous voyez, je crois qu'une journée comme aujourd'hui, où on arrive à pouvoir être nombreux quand même pour un groupe d'élan, et où on arrive à pouvoir aborder des sujets en dehors une fois de période électorale, montre qu'il y a une sensibilisation de plus en plus croissante des citoyens. Tu évoquais la question de l'avenir des collectivités locales, des collectivités territoriales. Aujourd'hui au Sénat, vous le savez, il y a le débat autour de la proposition de Maryse Lebranchu sur les collectivités territoriales. Ça va avoir une incidence aussi sur cette région, sur la région à côté évidemment du Pays Basque, où j'étais hier soir aussi à la rencontre des militants, hein, même s'il y a la Dour entre les deux, tout ça est très très proche. Et puis des grands chantiers, les chantiers évidemment énergétiques. Moi j'ai essayé depuis 3 ans, c'est un peu l'occasion aussi ici avec vous, je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions, de faire un peu ce bilan d'étape sur où on en est par rapport au travail européen, où on en est par rapport à vos dossiers. On a donc des grands sujets au niveau global. On a le sujet de la crise économique, on a le sujet du réchauffement climatique, on a le sujet énergétique, on a le sujet de l'emploi. Moi, il m'a semblé important dans mon mandat de montrer et d'essayer de montrer l'aspect positif aussi de l'Europe en ce qui est en fait les directives européennes, comment elles peuvent relayer vos combats locaux, comment on peut parfois s'appuyer sur ces textes européens pour faire progresser des luttes locales, et en tout cas pour faire valoir ces luttes locales. Je pense à plusieurs dossiers. Évidemment, le dossier donc, pour lequel j'étais venue vous voir la dernière fois, qui était le dossier des gaz de Pouillon, hein, où on a vu, donc, à la suite de votre mobilisation, moi j'ai alerté la commission qui a répondu à en disant qu'elle allait interroger les autorités locales. Depuis M. Emmanuelli, alors je ne sais pas, je sais pas s'il y a eu une conséquence directe, mais enfin, depuis M. Emmanuelli nous a dit qu'il allait annuler, qu'il n'y aurait pas ce gros magnifique Somoduc. Le projet en lui-même n'est pas encore totalement remis en cause. Mais vous voyez que quand on conjugue une pression du monde associatif et du travail institutionnel là où on arrive à faire passer des messages, à faire bouger des choses. Ce projet notamment donc, de Pouillon s'inscrit pour moi finalement dans ce qu'on est en train de voir à l'échelle de notre pays, tous ces grands projets un peu pharaoniques qui ont des coûts aberrants dans une situation de crise, où évidemment nous on va proposer un autre modèle qui est un modèle d'un développement
plus local, créateur d'emplois au niveau local, un autre modèle énergétique. Alors, de ces immenses projets où on a l'impression de marcher sur la tête, on en connaît beaucoup. Hein. On a beaucoup parlé de Notre-Dame-des-Landes qui est un peu plus loin, mais vous avez aussi beaucoup parlé parfois de la ligne LGV, bien évidemment. Ce projet donc, de gaz s'inscrit là-dedans, donc on voit bien comment finalement aussi on arrive à toucher de plus en plus les citoyens. Nous, on a une vision, avec une vision globale, hein, de la planète, la finitude de la planète, la finitude des ressources, la finitude de la matière, et on a une autre vision par rapport au développement énergétique, et on voit bien finalement qu'aussi, on arrive à toucher le citoyen quand les gens se rendent compte de cette gabegie financière et puis de l'aberration de tous ces projets. Un autre dossier sur lequel, en tout cas, moi j'ai été à vos côtés récemment, et on voit bien là comment on a pu faire le lien entre le local et l'Europe, ça a été celui des épandages aériens, où vous avez vu là aussi, bon moi j'ai écrit au préfet à ce moment-là, les épandages ont continué, mais quand même de manière réduite, et il y a eu surtout aussi une super mobilisation citoyenne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est vraiment super que vous ayez ce local qui va être une vitrine, parce que en fait par rapport aux citoyens, par rapport à la société, ça montre que on conjugue nos mobilisations locales, nos mobilisations régionales et nos mobilisations, j'allais dire, européennes, et que maintenant, là où on a des élus dans l'institution, on est en phase par rapport à ces luttes locales. Donc moi, c'est essentiellement le message que je voulais venir livrer aujourd'hui, vous redire que, évidemment, je suis toujours à vos côtés, sur l'Europe, qu'on voit toujours évidemment comme la cause de tous les maux, parce que tous les gouvernements, évidemment, d'un côté ou de l'autre, et on voit bien qu'avec le changement de gouvernement, les choses ne changent pas. Elle vient pointer du doigt un responsable lointain, c'est tellement facile d'avoir un bouc émissaire. La solution ne peut passer que par le cadre européen. Vous voyez, on est en train d'assister au niveau de l'Europe avec la crise à quelque chose de très inquiétant. On est en train d'assister à un renforcement des extrêmes, d'un côté comme de l'autre. On est en train d'assister à un repli sur soi, un repli nationaliste parfois. Vous voyez ce qui se passe en Hongrie. Mais on sent aussi dans les interventions de quelques-uns de nos leaders cette espèce de repli, pas nationaliste chez nous, mais on va dire populiste, souverainiste. Et tout ça est très inquiétant, parce qu'en réalité, les solutions à une crise économique ne peuvent pas être au niveau d'un État-nation. Elles ne peuvent bien évidemment être qu'au niveau plus global européen. De même que les solutions par rapport au réchauffement climatique, de même que les solutions par rapport à une vraie politique différente de l'énergie, de même que les solutions, on évoquait hier la question du processus de paix au Pays Basque. Bien sûr que c'est des États nationaux qui sont concernés, mais la réalité c'est que tous ces processus ne peuvent être traités que dans une enceinte plus large. Et alors, on voit l'Europe comme responsable de tous les maux. La réalité aussi, c'est que tant que l'Europe n'a pas de ressources propres, parce que c'est ça la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe n'a comme marge de manœuvre qu'un budget qui passe par les États nationaux. Donc, tant qu'il n'y a pas une ressource directe propre, il n'y a pas la capacité d'avoir une politique réellement qui influe à l'échelle européenne. Redire, et ça j'ai beaucoup aimé ça dans ton intervention, que le repli nationaliste, ça ne va pas dans le sens de la paix, ça c'est bien évident, et que rappeler toujours que l'Europe a été créée, certes pour les politiques communes, mais aussi dans cette idée qu'après la Seconde Guerre mondiale, on voulait la paix sur nos territoires. Et je crois que ça, c'est vraiment important de le dire, de le redire, et de parler de tout ça au niveau de la philosophie européenne comme vraiment un socle positif qui nous unit tous dans ces périodes mouvementées, troublées. Et que même quand on n'est pas d'accord entre forces politiques sur les solutions, le cadre est bien celui-là. Donc ça c'est important de le répéter, et vraiment je vous remercie de me donner l'occasion de le faire, encore une fois, en dehors d'une période électorale, où chacun évidemment fait des grandes tirades et défend son couplet, et plus européen que moi tu meurs. La réalité c'est qu'on voit bien dans le travail concret comment on peut utiliser l'Europe, et comment l'Europe dans vos dossiers locaux, dans votre vie quotidienne, à chaque fois une incidence. Et ça
c'était vraiment formidable. Bon, j'étais pas venue parler de Russie, mais puisque quand même tu m'as tendu la perche, je peux pas m'empêcher de vous dire que pour ma part, on m'a refusé 3 fois le visa en Russie. Quand simple militante et pas députée européenne encore, j'ai été invitée par Greenpeace, vous voyez. Donc, je ne sais pas par qui a été invité. Bon, notre très bon acteur, en plus, j'aime beaucoup en tant qu'acteur. En tant qu'écologiste, c'est plus compliqué dans cette grande démocratie là-bas. Voilà. Pour redire aussi d'ailleurs que certains de nos amis écologistes ont été emprisonnés. Donc, vous voyez, on va dire que c'est une démocratie à géométrie variable. Bon, voilà. Hein. Mais bon, je ne suis pas venue nécessairement pour parler de ça. Et encore une fois, j'aime beaucoup l'acteur quand même. Dont il est question en tant qu'acteur. Bon. Alors écoutez, je ne vais pas mobiliser la parole plus longtemps, je suis surtout venue vous souhaiter une très bonne année, vous redire qu'on a la chance devant nous d'avoir une année sans élection, où une fois encore on va pouvoir faire du travail de fond sur nos dossiers, montrer qu'on est présent même en dehors de ces époques électorales, montrer qu'on a une cohérence entre nous, entre les militants, entre les élus, et qu'on travaille toujours de concert. Donc en tout cas vous pouvez compter sur moi, je serai toujours à vos côtés, et bonne année à tous. Merci. Laurent a un mot à nous dire. Alors, comme le dit Catherine, la politique, l'action politique ne s'arrête pas aux élections, en tout cas pour les écologistes. Donc nous allons vous dire à peu près les axes d'action qu'on va mener. Donc Alain vous parlera de sa partie. Moi j'ai préparé un texte simplement pour vous dire un peu une synthèse sur la santé environnementale. Parce qu'on pense en tant qu'écologiste que la santé environnementale n'est pas du tout considérée à sa juste mesure par les responsables politiques. Donc simplement, pour les écologistes déjà, il faut agir en amont du problème et sortir de l'approche curative, qui nous rend chaque jour un peu plus victimes des excès du système capitaliste et productiviste et des impératifs économiques. Alors on se pose la question, est-ce que c'est vraiment cohérent que la vision économique de court terme hypothèque notre santé à long terme, et en plus celle des générations futures, parce que dans le domaine de la santé environnementale, il y a à savoir quand même, vous savez que les effets des fois sont 20-30 ans après, mais il y a même des substances qui ont des effets sur les enfants. Donc ça veut dire qu'en ne prenant pas une responsabilité politique à interdire certaines substances, on a vu avec le bisphénol A, c'est tout à fait emblématique d'ailleurs de ce qui se passe, parce que le bisphénol A, on sait très bien, il est suspecté d'être toxique depuis 1930, c'est avéré toxique par des milliers d'études internationales depuis l'an 2000. En 2000, donc l'ancien gouvernement de droite avait décidé qu'en janvier 2014, il serait sorti des contenants alimentaires. On se rend compte en octobre que le gouvernement de gauche a repoussé à 2015. Donc les écologistes ont été assez, donc avec Laïla Hachi, qui a été très efficace au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je remercie Catherine. Ce que disait Catherine, c'est que c'est aussi là où on est différent. C'est qu'au niveau du local, il y a un esprit d'équipe. Quand on a eu l'histoire des épandages, quand on a des problèmes par rapport au bisphénol, on se relaie les informations, on essaye de voir ce qui peut être fait à tous les niveaux. Peut-être au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Donc il y a vraiment une bonne synergie par rapport à ça. Bon, on voit bien donc qu'il y a un fort pouvoir des lobbies industriels, de l'agrochimie, pour nous empêcher d'arrêter des substances qui ont des effets donc délétères néfastes, donc je ne vais pas vous faire la liste de toute manière. En tout cas, on voit bien que la santé environnementale a des flous et des freins. Et les flous, donc un manque de transparence totale, une difficile mise en évidence des données épidémiologiques, parce que justement, par rapport à des expertises indépendantes, comme on a vu avec Gilles Serralini sur les OGM, dès qu'on a des expertises indépendantes, tout de suite on a un fort lobby qui a des pouvoirs financiers qui font tout pour communiquer et pour mettre donc le citoyen, les citoyens ne savent plus qui croire. Alors on leur fait peur en leur disant attention, alors ils ne savent plus trop qui croire, l'expertise indépendante, celle qu'on entend un peu plus que les autres, et donc il y a ce gros problème. Le problème de la santé environnementale, c'est aussi qu'on passe à un autre système. C'est plus la dose qui fait le poison. C'est le moment de la vie où la dose est prise, donc au moment de l'enfance, au moment de la grossesse. Donc en tant qu'écologiste, on ne va pas du jour au lendemain enlever toutes les substances de notre environnement. Par contre, on a les substances prioritaires
et des publics prioritaires à protéger. Les enfants sont un public prioritaire. Donc on a eu quand même une avancée, puisque en janvier 2013, là, le bisphénol est interdit dans les contenants pour bébés. Par contre, vous allez à l'hôpital, vous allez vous rendre compte qu'à l'hôpital, il y a du bisphénol dans les perfusions. On vous donne de l'aspartame si vous êtes diabétique. Donc il y a une incohérence aussi à un certain système. C'est un deuxième combat, je dirais, d'essayer d'être un peu plus cohérent aussi au niveau hospitalier. On voit aussi qu'il y a des différences de sensibilité individuelle. Il peut y avoir très bien la même exposition pour deux personnes différentes, où l'une va déclarer un cancer et l'autre non. Donc c'est là aussi où il faut être un peu peut-être solidaire des différences de chacun. Et même si on peut supporter, un individu peut peut-être supporter une dose de champ électromagnétique très importante, par contre d'autres sont devenus hypersensibles. Il va y avoir d'ailleurs au niveau national là un projet de loi qui va être déposé par Laurence Abeille, et je ne sais plus comment elle s'appelle, pour justement limiter cette... Isabelle Qatar. Voilà. Limiter, donc les préconisations au niveau européen sont de 0,6 volts par mètre. On laisse les opérateurs nous balancer des ondes électromagnétiques près des écoles, enfin à Dax d'ailleurs je crois qu'il y a le problème. On en avait parlé avec Bernard et Jean-Marie. Le problème c'est qu'on laisse beaucoup les opérateurs... Et nous on essaie de faire une directive au niveau européen. Ah, bon, on est en cohérence. Mais on a du mal, hein. Alors ça c'est fin janvier, là, moi je crois qu'il faut vraiment à chaque fois qu'on mette le paquet tous ensemble. Donc ce qu'on a fait au niveau des épandages, il faut le faire au niveau des ondes. Et là donc aussi les conflits d'intérêts financiers qui ralentissent donc la production des données scientifiques fiables. Donc peu de prise de conscience politique. Alors je dirais que le peu de prise de conscience politique est quand même en partie dû à des conflits d'intérêts. On voit bien par exemple dans les Landes et dans la région Aquitaine, que quand on commence à toucher à l'agro-industrie, à l'agrochimie, tout de suite les élus sont beaucoup plus frileux. Parce qu'il y a des partenariats, il y a des mécénats, on va dire, qui font que la perception individuelle aussi, et ça je pense que c'est là où aussi les écologistes voient un peu différemment les choses, il faut prendre en compte aussi la psychologie humaine. La perception individuelle des choses par rapport à... On aurait un mécanisme de défense où on préfère ne pas savoir ou alors dire les écologistes ils nous font chier. Mais en tout cas, il faut essayer, ce qui est important pour nous, c'est de dire, il y a un problème, mais il y a des solutions. Et nous avons des alternatives pour énormément de choses. Que ce soit le bisphénol, les contenants alimentaires, en Italie ils le font, on a des boîtes de conserve en carton qui supportent l'autoclave. Il n'y a plus de problème de bisphénol à l'intérieur. Là on est en train de nous dire, oh, c'est pas possible, tout ça parce qu'ils ont encore des substances à vendre. Et s'ils ne balancent pas leur bisphénol, ils vont perdre de l'argent. Et là, par contre, tout ce qui est la santé publique, le coût pour la sécurité sociale, etc., je sais, je fais court. Enfin bref, c'est un sujet. Et donc, l'exemple du bisphénol, je vous l'ai dit, donc je ne rentre pas dans les détails. Au niveau de nos actions, donc au niveau de l'action santé-environnement, au niveau de ELV, donc ça sera au niveau local, ça sera au niveau régional, ça sera au niveau national et européen. Nous, au niveau local, on va avoir une action principalement, puisqu'on a un endroit qui est quand même une zone sur les pesticides. Donc, une première chose au niveau des zéro phyto dans les communes, dans les espaces publics. On sait très bien que c'est faisable. On a énormément de communes à travers la France qui sont passées au zéro phyto. La santé des employés communaux s'en porte beaucoup mieux, et celle de nos enfants qui passent à côté des herbicides qui sont balancés aussi. Donc une action au niveau des zéro phyto dans les espaces publics, une action aussi donc par rapport, une veille je dirais au niveau de l'épandage aérien qui va peut-être redécider, donc on va avoir des pressions qui vont être faites de par d'autres acteurs, je dirais de la vie publique. On va être en veille et on est prêt encore à agir et faire même éventuellement encore un peu plus de bruit. Sachez là-dessus que quand même Stéphane Le Foll m'a promis, alors avec tout je promets que n'engage que ceux qui n'y aurait pas l'année prochaine les bandages. Bon, il s'avère qu'on se connaît depuis très longtemps, je saurais lui rappeler en temps voulu. Ça ne marche que s'il y a votre pression. Un autre point très important dans les Landes, c'est la qualité de l'eau potable dans les Landes et ailleurs. Le dernier gouvernement donc de M. Sarkozy a augmenté de 5 les taux admissibles de pesticides dans l'eau potable. On aimerait bien que déjà, premièrement, que les citoyens soient vraiment informés
de la composition de leur eau potable, parce que quand vous allez à la mairie, on vous dit que ça ne dépasse pas les normes, sauf que quand les normes ont été augmentées de 5, c'est facile de ne pas les déplacer. Donc ça freine un système agricole beaucoup plus responsable, qui est l'agriculture, qui va vers l'agriculture biologique. On sait très bien que ça ne va pas être du jour au lendemain, en tout cas on peut avoir une volonté politique de réduire en amont. Donc il y a un problème au niveau de l'eau potable dans les Landes, à des endroits particuliers où nous mènerons des actions de communication, d'information et de pression au niveau du Conseil général. Le Conseil général sait très bien ce qui se passe actuellement et il faut s'attendre en 2013 à entendre parler de la qualité de l'eau potable dans les Landes. Alors nous, ce qu'on voudrait, quand les endroits n'ont pas une qualité d'eau potable suffisante, au point de captage, on installe des agriculteurs biologiques. Au niveau de l'agriculture biologique dans les Landes, on doit être à 1,5%. On voit qu'au niveau de la région, ils sont beaucoup plus en avance. Je crois qu'on est un des derniers départements au niveau de la région. Voilà. Ça n'est pas étonnant en même temps. Oui, mais enfin bon. Au lieu de 6% qui devait être atteint en 2012. On a des agriculteurs. On a des agriculteurs biologiques, des néo-ruraux peut-être, des fois, c'est peut-être pas des familles, mais en tout cas, ils ont des formations, ils veulent s'installer, ils n'ont pas de terre. On veut délivrer un peu l'agriculteur biologique et même les autres du foncier. Il faut absolument soutenir nos agriculteurs. Donc c'est un moyen de pression qu'on aura, on va informer le public, on va communiquer et on obligera les pouvoirs publics à avoir les inciter à laisser des terrains communaux. Au niveau du logement, on dit qu'on peut laisser des maisons ou des terrains pour construire. Eh bien, nous, on a besoin de terre aussi. Donc, on les poussera à ça. L'espace agricole. Et quand on a quelque chose dans la tête dans les Landes, on va jusqu'au bout. Artificialisation des terres, bon, LGV, etc. Pareil, la LGV reste toujours quand même notre petit combat où on ne lâchera pas non plus. Donc on verra ce que, à mon avis, on verra à ce moment-là. Mais et puis donc principalement donc en mars, on prévoit pour la 3e semaine, la 8e édition de la semaine alternative aux pesticides qui aura lieu du 20 au 30 mars. Nous prévoyons une table ronde santé environnementale avec normalement François Veillerette qui devrait venir, j'attends la confirmation pour le 22 mars, qui est aussi l'appel du 22 mars, donc ça sera un petit clin d'œil. Et Bernard Perret qui viendra, on va essayer d'avoir Jean-Luc Verret de la Commission nationale, et peut-être éventuellement d'autres personnes. Cette table ronde aura lieu à Mont-de-Marsan. J'espère qu'on aura des... C'est un lundi, hein? Non, vendredi 22 mars. Vendredi 22 mars. La date n'est pas encore fixée, mais j'aimerais bien celle-là. En amont de cette table ronde, nous prévoyons une action de terrain devant la Chambre d'agriculture pour annoncer donc notre table ronde. Donc là, je ne vous en dirai pas plus parce que... C'est pas au point. C'est pas au point. C'est au point, mais ça reste secret jusqu'au dernier moment parce qu'on s'amuse à préparer ça bien, quoi. Ça sera un peu dans le style peut-être du prix Pharaon. Différent. À midi, il faut qu'on parte. Oui, alors donc, j'interviens également. Moi, je suis pour préciser deux aspects. Moi, je voudrais intervenir sur la transition énergétique et sur l'aménagement du territoire au service de tous. Donc, concernant la transition énergétique, on sait aujourd'hui que donc l'utilisation des énergies fossiles contribue fortement au réchauffement climatique. Maintenant, il y a 10 personnes qui osent contester ça. Et les choses se précisent d'année en année. Les prévisions évoluent et se précisent. Et on voit très bien, maintenant, tous les spécialistes, le GIEC en particulier, nous montrent bien qu'on va vers un réchauffement plus important et qui n'est pas maîtrisé. On part, comme je dirais les jeunes aujourd'hui, on part en live complètement en ce qui concerne le réchauffement climatique. Et donc nous, ici dans les Landes, comme ailleurs, on voudrait une véritable transition énergétique. Une véritable transition énergétique qui dépasse le discours du développement durable habituel. C'est vrai que ce thème du développement durable, il est un peu galvaudé, j'ai envie de dire. Donc on voit des élus qui nous parlent de développement durable, puis en même temps proposent des solutions qui n'ont rien à voir avec le développement durable. Donc nous, on voudrait justement entamer une véritable transition énergétique et qui passerait donc d'abord par la réhabilitation de l'ancien et donc tout ce qui est, c'est-à-dire isolation des logements actuels, puisqu'on sait que le logement et le tertiaire, ça représente 42% des énergies consommées en France. Donc la première chose à faire dans la transition énergétique, c'est de mettre le paquet sur les logements, sur le logement et le tertiaire. En plus,
c'est un enjeu économique et en termes d'emploi, parce qu'on sait que c'est de l'emploi non délocalisable. Hein, donc on pense que chaque collectivité, quel que soit son échelon, doit mettre le paquet là-dessus. Ça permettra à nos PME et même aux TPE, aux très petites entreprises, de profiter, entre guillemets, de ce besoin qu'on a tous. Ça nous rendrait aussi indépendants énergétiquement, hein, parce que ça, on nous dit toujours, mais on est toujours à la merci actuellement du gaz russe ou du pétrole d'ailleurs. Voilà, et donc ça nous paraît très important. Ensuite, donc nous, on voudrait donc qu'il y ait un véritable changement par rapport à la transition énergétique, et puis qu'on mette vraiment le paquet sur le solaire, l'éolien et la géothermie. En particulier dans les Landes, on sait qu'on a des ressources importantes. Hein, donc voilà, bon, la biomasse, là je fais bref pour... L'hydrolien. On sait qu'il y a des éventails importants et qu'il faut se servir de tout ce qui est possible pour justement arriver à une autonomie et une indépendance énergétique à terme. Donc voilà, ça c'est très important. Il faut aussi revoir les modes de transport, hein, moins favoriser la voiture ou le transport routier en particulier. Vous savez que le train actuellement a été négligé pendant ces dernières années hein, en termes de transfert de transit sur le fret. Le train est vraiment négligé. Le cheval. On sait bien que même entre Bordeaux et Pays Basque, par exemple, on a une forte baisse du transit par train, c'est quand même assez aberrant dans le contexte actuel. Voilà, donc... Ce qui n'empêche pas M. Rousset, encore récemment, de dire que l'ALGV va favoriser le fret ferroviaire. Ah, ça, c'est un truc... alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est des mensonges, mais on continue à... Dans ce contexte, pour faire bref, donc nous, de toute façon, on est contre les énergies fossiles, parce qu'on pense qu'il n'y a pas photo, le réchauffement climatique va nous coûter très cher. Et même le FMI nous disait il y a quelques années que ça nous coûterait plus cher qu'une guerre mondiale. Hein, alors je ne veux pas faire de catastrophisme, mais c'est des milliers de milliards de dollars qui sont prévus comme devant nous coûter. Et ça, c'est que un côté budgétaire. Hein, après, il y aura des impacts humains, etc. Donc c'est pour ça que nous, on réaffirme ici notre opposition au projet de stockage de gaz de Poudon, parce que de toute façon, économiquement, écologiquement, c'est un projet inadapté, un projet du XXe siècle qui va profiter à des grands groupes industriels ou à des grands groupes financiers. Donc nous, on en a un peu marre de ce système-là où on propose aux populations des solutions clés en main qui sont des fausses solutions. En fait. On impose. Et justement, j'en profite donc pour faire la transition sur le deuxième thème, qui est l'aménagement du territoire au service de tous. C'est vrai qu'on constate depuis des années que le territoire est en fait, on nous propose des grands projets. Alors évidemment, je ne vais pas faire ce thème-là, mais bon, c'est incontournable. Quoi. Le projet de LGV, le projet stockage de gaz pour ce qui concerne les Landes en particulier, c'est tous des projets